Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Friel. Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, entre hier et aujourd'hui, vraiment deux temps complètement différents. On avait des températures plutôt tempérées hier. Aujourd'hui, il faut s'attendre à une baisse de température. Un changement radical. Radical. Tout d'abord, bonjour à vous. Excellent réveil à vous tous. En effet, Nord, aujourd'hui, le temps va changer. Météo Algérie prévoit une baisse sensible des températures. En effet, nous allons perdre 10 degrés par endroit. Voici, pour commencer, la carte prévue par Météo Algérie. Donc, pour cette matinée, le retour des nuages en force par l'ouest, le retour de la pluie aussi, parfois accompagné d'orages. Hier soir, nous avons eu un temps venteux. Ça va se maintenir aujourd'hui, surtout vers l'ouest et l'intérieur du pays, avec des remontées de sable. Donc les nuages vont gagner du terrain au fil des heures. Ils vont se déplacer au centre, puis à l'est. Sur la partie sud, c'est le retour aussi des nuages sur la majeure partie des régions sahariennes, au nord Sahara, au sud des oasis, au Sahara central. Le temps s'annonce variable, avec le maintien des soulaments de sable au sud-ouest, au nord Sahara aussi, l'extrême sud. Le soleil tiendra bon vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassil, le Sahara oriental. Les températures, les voici. Regardez, elles vont baisser sensiblement par rapport à ces derniers jours. Il a fait 33 hier à Tlemcen. Aujourd'hui, il fera 20 degrés, seulement 15 à Al-Bayed, 20 aussi pour Elisenschleuf, 19 à Oran, 21 à Tizi Ouzou, 22 à Alger, 27 c'est le maximum aujourd'hui à Annabas Kikda, 26 pour Sétif, et puis sur la partie sud, 25 à Biskra, Ghardaya, 19 à Béchar, 20 à Tindouf, entre 32 et 33 au Sahara central, 31 pour l'extrême sud, 26 Taman Rasset, Janet et enfin 30 pour Élysée. À présent, eh bien, place ce matin à l'état de la mer. Nous aurons une mer peu agitée sur l'ensemble des côtes avec des vents qui varient entre 10 et 20 km/h près des côtes ouest et centre et enfin entre 20 et 40 km/h près des côtes est. Avant de nous quitter, place ce matin à l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le temps sera mitigé. Un temps orageux et pluvieux est prévu à Lusaka, Antananarivo, du soleil pour Nairobi, Addis Abeba, un temps aussi couvert pour Nairobi, dégagé à Abuja. Côté température, 33 à N'Djamena, 26 à Lusaka, 29 pour Antananarivo, 30 à Windhoek, 36 à Abuja et enfin 26 pour Addis Abeba. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h19. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les www.météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. À retenir donc une baisse des températures et le retour de la pluie. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم.
Merci beaucoup, Feriel, pour ces nouvelles. Donc aujourd'hui, on ne va pas aspirer à sortir, à se promener. Non, De toute façon, à deux jours. à la veille de la rentrée. Voilà. Voilà, c'est demain à la rentrée. À la veille de la rentrée, mieux vaut aller réviser. C'est court, certainement. Préparer, exactement. Se préparer, d'autant plus que ça va être la semaine des examens et des évaluations. Exactement. Bon courage à vous. Merci beaucoup, Feriel. Donc on vous retrouvera tout à l'heure après le journal télévisé du midi et celui de 19h. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Feriel. Bonne journée à vous. Et là, on va aller du côté de la France, en compagnie de Afef Belhouchet, puisque un ensemble d'associations françaises qui ont, donc des associations françaises, avec des associations donc, qui œuvrent pour donc, la bienfaisance, et donc ça va être des associations qui se sont donc réunies pour acheminer certains produits médicaux ici pour l'Algérie. Donc je vous propose de voir ce reportage en compagnie de Afef Belhouchet et on se retrouve juste après. Elle représente plus de 23 tonnes de matériel anti-Covid collecté dans le cadre de la mission Solikov 7 destinée à l'unité Covid de Ain Penyane qui sera inaugurée le 11 février prochain. Nous avons reçu en matériel, on va dire, assez important, des concentrateurs à oxygène, des consommables, des médicaments nécessaires pour justement soigner la Covid et notamment beaucoup d'anticoagulants et des antibiotiques. Une collecte qui a mobilisé l'ensemble des bénévoles et médecins de l'association Solidarité Humanité France et la fondation Amel El Jazair pendant tout le mois de janvier. Le coût global de l'opération dépasse les 150 000 € collectés grâce aux cotisations des membres de ces associations ou des dons d'institutions telles que la Grande Mosquée de Paris. Une somme qui a permis aux responsables de la mission Solikov 7 d'alimenter en plus de l'unité Covid de Ain Penyane d'autres unités hospitalières en Algérie. Donc tous les membres de la fondation et de l'association qui nous accompagnent là en délégation participeront à la distribution, à l'équipement de l'unité Covid avec ces 87 lits médicalisés, c'est colossal, hein, avec bien sûr l'aval et les accords qu'on a eus et je me remercie infiniment le ministère notamment de la Santé et toutes les autorités qui nous ont facilité la tâche. Une opération qui a bénéficié du soutien de l'ambassade d'Algérie en France, qui a pris en charge les frais de transit. Pour Antar Daoud, il s'agit d'encourager l'esprit de collaboration entre la diaspora et les autorités de notre pays. Parce que nous sommes passés à une autre étape. La diaspora algérienne ou la communauté algérienne établie à l'étranger n'a pas besoin d'assistance. Elle est devenue un partenaire assez fort et imposant. Ça veut dire que le réseau diaspora existe. Il s'agit de le fructifier, il s'agit de le développer, il s'agit de le soutenir pour faire en sorte que cette communauté algérienne puisse jouer le rôle qui lui est dévolu depuis bien des années et qui malheureusement n'a pas été le sien, pas à cause d'elle, mais peut-être à cause de plusieurs responsabilités. Un exemple de coopération au final entre institutions algériennes et les membres de la diaspora qui pourrait être une base de réflexion à l'encadrement de ce partenariat tant espéré. Et nous restons avec la campagne de vaccination qui a commencé en Algérie il y a quelques jours de cela. Et pour en parler, parmi nous ce matin, Dr Mohamed Yousfi. Bonjour docteur. Bonjour, merci Alors, pour l'invitation. Vous êtes donc le président de la Société algérienne d'infectiologie. Et vous êtes donc à l'hôpital de Boufarik, donc vous êtes du côté de Blida. Alors, bien entendu, le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été donné à partir de la ville de Blida. Alors, donc, ce coup d'envoi, comment ça s'est passé déjà? Bismillahirrahmanirrahim. Donc écoutez, donc là, nous on attendait depuis plusieurs mois cet événement comme dans tous les pays du monde. Effectivement, c'était la symbolique, donc que ce coup de départ, donc à partir de Blida, quoique je ferai un petit on aurait aimé que le coup de départ soit de Boufarik, même sachant que Boufarik a été toujours l'épicentre de l'épidémie. Toujours est-il, ça a commencé avec différentes structures au niveau de la ville de Blida, essentiellement d'abord dirigées vers les professionnels de la santé, donc qui sont la priorité, et aussi les sujets âgés et malades chroniques. Et bien sûr, après, vous avez eu donc toutes les autres wilayas où ça a commencé. On va dire que ce début, c'est un début, même au niveau national, symbolique. Pourquoi je dis symbolique? Au regard de la quantité qu'on a reçue. Donc c'est le départ, donc en attendant de plus grandes quantités,
de la part, donc, et là c'est toute la problématique mondiale, donc de pouvoir avoir un nombre de doses qui soit suffisant sur le temps le plus court, sachant que les plus grands pays, plutôt les plus grandes puissances du monde, vous n'avez qu'à voir, donc tous sont en train de se battre pour avoir le maximum, et ça c'est plusieurs années. Donc là, c'est un début, on va dire, donc, pour lequel qu'on attendait et qui est très important pour nous, parce qu'on ne dira jamais, c'est la seule solution pour sortir donc, de cette pandémie, pour sortir de cette crise mondiale qu'on n'a pas connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, sous tous ces aspects. Et c'est ça qui permettra donc de dompter, de contrôler cette pandémie. Titre d'information, jusqu'à il y a 2 jours, il y avait plus de 130 millions donc, de personnes vaccinées à travers le monde. Ça, pour vous dire, donc c'est en train d'évoluer rapidement, surtout dans les pays développés, mais aussi dans d'autres pays, donc au niveau donc, de l'Égypte, au niveau du Moyen-Orient, donc qui sont en train aussi donc, de vacciner. Et c'est notre tour depuis maintenant 1 semaine. Donc on attend, et ça on l'a dit au ministère de la Santé, donc on attend qu'on ait une plus grande visibilité, un calendrier par rapport au nombre de doses qu'on va recevoir. Comme ça on pourra répondre, surtout avec l'annonce qui a été faite par le ministère de la Santé d'une plateforme numérique, en principe qui devrait être prête dans les prochains jours, qui permettra à ce moment-là, surtout aux citoyens, parce que d'avoir, et on l'a dit, ça va s'étaler sur toute l'année, sur plusieurs mois. À titre d'exemple, je vous dis, les Français, avec tous les moyens qu'ils ont mis, nous pourrons vacciner la plus grande partie de la population, ou toute la population, que vers la fin de l'été. Ça vous donne une idée, c'est au moins dans 8 mois. Et donc, nous, au même titre que les autres pays, donc ça va s'étendre sur l'année, mais au moins que puisse avoir, il y a des déclarations maintenant qui ont été faites sur les 2,2 millions de doses d'AstraZeneca, sur donc, les accords qui ont été faits avec les Chinois, et ça ce serait un élément très important donc, dans la stratégie donc, va arrêter le pouvoir public, l'éventuelle fabrication du vaccin chez nous. Et là, c'est très important. C'est donc, on attend ce calendrier, cette visibilité pour pouvoir répondre à nos... Parce qu'il y a beaucoup de... N'importe quel citoyen algérien qui veut se faire vacciner, quel que soit son âge ou sa maladie, donc s'il est malade chronique, a le droit de savoir quand est-ce qu'il pourra et où est-ce qu'il le fera. Et donc, voilà, c'est vraiment la problématique qui se pose. Mais sinon, pour revenir un petit peu à la symbolique donc, du coup d'envoi à Blida, donc on se rappelle que les premiers cas ont été déclenchés ou déclarés déjà à Blida. Blida, on se rappelle aussi, on retient que c'est une ville qui a été à un moment donné la plus touchée donc, de toutes les autres villes. C'est la raison pour laquelle donc, le coup d'envoi a été donné à partir de la ville de Blida. Mais là, on va revenir un petit peu sur le plan d'action. Donc là, en attendant donc, de fabriquer le vaccin chez nous, donc ça va être vraiment la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Mais en attendant, donc certainement, il y a un plan d'action, d'autant plus que les doses, aujourd'hui, vous nous le dites, donc elles ne sont pas suffisantes pour vacciner un nombre quand même important de citoyens. Mais quels sont un petit peu les objectifs? Est-ce que c'est toute la population qui doit être vaccinée ou il y a des priorités, un choix à faire ou un objectif bien particulier à atteindre? En parlant comme vous dites, d'objectifs, de programmes, etc., il faudrait que, j'ai dit tout à l'heure symbolique, il faudrait que le citoyen algérien sache que, donc, pour l'instant, on a reçu des 2 laboratoires, aussi bien de 2 vaccins Sputnik et AstraZeneca, 100 000 doses. 100 000 doses, ça vaccine 50 000 personnes. Donc, et là, alors ce programme d'action, je vous ai répondu en partie en disant, donc ça dépend aussi donc j'allais dire, du calendrier d'échéancier qui pourrait être annoncé donc dans les prochains jours par le ministère de la Santé. Parce que c'est le citoyen, donc là, on lui dit de se rapprocher des polycliniques, etc. Mais là, il faut qu'il sache, donc, quand est-ce que ce sera son tour, sachant qu'il y a des catégories qui ont donc la priorité. Et ça a été mentionné dans les circulaires qu'a envoyé le ministère de la Santé, dans l'arrêté qu'a signé le ministre de la Santé le 25 janvier. Et clairement, donc, c'est d'abord les professionnels de la santé, c'est les sujets âgés, c'est les malades chroniques, c'est après les corps constitués, puis viennent après donc, le reste de la population. Et là, sur l'échéancier dont je peux parler, qu'on attend. Donc là, c'est clair que la priorité, quel que soit donc, le nombre de doses,
on respectera ces corps, c'est tout à fait normal que les corps de la santé, donc, comme dans tous les pays, aient la priorité. Et, comme vous l'avez dit, les premiers cas, on les a reçus à l'hôpital de Boufarik le 29 février. Et je salue encore une fois la dame et sa fille qui se sont présentées chez nous donc le 29 février. Et on retient aussi, Dr Yousfi, dans notre plateau, que vous étiez le premier médecin que nous avons reçu sur notre plateau de Bonjour d'Algérie lorsque le confinement a été déclaré. Effectivement, parce qu'on a été donc la première structure hospitalière donc, du pays, et qui est le service de référence de maladies infectieuses de la wilaya de Blida, parce que c'est le service de la wilaya de Blida et de toute la région centre, qui a reçu cette dame avec sa fille, donc qui était le premier cas suite à une contamination par des parents venus de France, donc, et qui sont rentrés. Et lorsqu'ils sont rentrés, donc ils ont été hospitalisés, et le civisme et donc de cette dame qui est venue d'elle-même le samedi 29 février 2020 se présenter aux urgences de maladies infectieuses, dire voici ce qui s'est passé. Et elle a été prélevée, et elle a été, elle et sa fille, les premiers cas déclarés en Algérie, en dehors bien sûr du cas italien du 25 février, mais les premiers cas algériens. Et donc à partir de là, c'est clair que nous sommes sans arrêt, je rappelle, et je rends hommage à tous les professionnels de la santé à travers le pays, et particulièrement au niveau de l'hôpital de Boufarik, parce que ça fait une année, plus d'une année, on a fait, plus de 11 mois, on est pratiquement bientôt une année, le 29 février on fera une année, que les gens sont en non-stop, donc l'hôpital où je travaille, sont en non-stop, sans aucune, pas un seul jour de répit. Alhamdoulilah, depuis maintenant un mois et demi, il y a quand même une nette diminution Oui, on l'a vu à travers les chiffres. À travers plus de 70%. Nous, on le vit à l'hôpital, donc c'est pratiquement 20-25%, à peu près 25 à 30% au maximum, ça dépend des jours, entre 20 et 30% de lits occupés. Donc ça vous donne une idée du... Mais encore une fois, le cumul de la fatigue qu'on n'a jamais connu est important. Et donc automatiquement, c'est clair, comme vous avez dit, donc cette symbolique donc, de commencer par Blida est importante, sachant que la wilaya de Blida, en fonction bien sûr, le taux de contamination par rapport à 100 000 habitants, c'est le plus haut, donc parmi les plus hauts taux en Algérie. Et c'est pour cela que, si vous voulez, cette symbolique, encore une fois, c'est un événement important, l'arrivée du vaccin. Autre information, encore une fois, pour ce programme d'action dont vous parlez, donc le ministère de la Santé, après avoir envoyé les notes, après avoir fait des formations aussi pour l'équipe vaccinateur qui ont été formés. Formation dans quelle... Formation, c'est-à-dire, vous savez, on l'a toujours dit, l'Algérie, sans langue de bois, a un programme de vaccination qui est très réussi, avec les félicitations de l'OMS. Donc depuis l'indépendance, c'est l'un des meilleurs programmes. Et donc là, c'est clair que les équipes sont rodées, particulièrement lorsqu'il s'agit de vaccins donc, à conservation classique, donc en NAP, dans toutes les polycliniques, dans tous les hôpitaux. À longueur d'année, c'est des équipes qui sont rodées à la vaccination. Et donc, la formation, c'était cette particularité du vaccin, particularité en termes de circuit, en termes donc d'équipe avec un médecin, un infirmier, et donc qui doit être, on va dire, bien précisé. Ces formations aussi, comment acheminer le vaccin, comment on doit le faire, comment le conserver en fonction des logistiques, le suivi, parce qu'il y a 2 doses, le suivi en termes d'effets secondaires. C'est tout ça, ce qu'on a, des modules de formation qui ont été faits à toutes ces équipes à travers entre le ministère de la Santé et les directions de santé avec leur établissement. Et dernièrement, ce mercredi passé, le ministère de la Santé, justement pour donner tous les gages de réussite à cette campagne de vaccination qui va s'étaler sur toute l'année, a invité toutes les sociétés savantes et les syndicats à une réunion mercredi pour partager justement, parce qu'on est tous concernés. Et donc le succès
ou l'échec de cette, c'est pas le cas, de cette campagne de vaccination, et notre responsabilité tous. Donc pour partager toutes les informations, partager ce qu'ils comptent faire pour, à ce moment-là, qu'on puisse jouer notre rôle dans la sensibilisation, dans l'information par rapport aux professionnels de la santé et par rapport aussi à la population. Alors là, justement, docteur, excusez-moi, vous me tendez une perche par rapport à la sensibilisation, parce qu'il faut dire que maintenant le vaccin est là, donc on l'attendait depuis quand même quelques mois avec impatience. Maintenant qu'il est là, on ressent quand même qu'il y a une réticence de la part du citoyen. Mais c'est une réticence mondiale, hein, donc c'est pas propre à l'Algérie, mais on voit que à travers les réseaux sociaux, à travers les médias dans le monde, il y a une réelle réticence de la part du citoyen. Donc, je dirais que c'est peut-être une réaction tout à fait normale. On a toujours peur de ce qui est nouveau, mais finalement, comment on arrive à convaincre? Donc ça, c'est un petit peu votre rôle de sensibilisation. Ne vous étonnez pas, la réticence existe même chez les professionnels de la santé. Eh ben voilà. C'est normal. C'est une réalité, il faut pas. Mais ça existe dans tous les pays du monde, ça existe dans tous les pays du monde. C'est une réticence qui est normale. Et c'est notre rôle, parce qu'en tant que professionnel de la santé, on doit donner l'exemple. Donc, donner l'exemple en étant convaincu, tout le monde sait très bien que tous ces vaccins donc sont efficaces à plus de 80%, pour certains, plus de 90% d'efficacité, en des effets secondaires qui sont donc connus comme dans tous les vaccins. Je parle en connaissance de cause en tant qu'infectiologue, c'est notre pain quotidien, donc les maladies infectieuses et la place de la vaccination qui a éliminé, qui a contrôlé beaucoup de maladies infectieuses depuis un siècle et demi. Et donc, automatiquement, l'importance de cette vaccination. Et on est en train, justement, d'expliquer, d'informer, y compris aux professionnels de la santé et aux citoyens. Et vous l'avez bien dit, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a plus de 130 millions de personnes vaccinées jusqu'à il y a 2 jours de ça. Et les chiffres sont en augmentation. C'est clair que dans tous les pays du monde, on ne va pas faire, j'allais dire, nous, bande à part, comme on dit. Il y a eu une réticence au début. Et par la suite, donc, automatiquement, une adhésion de la population. C'est vrai, peut-être, un élément qui essaie d'utiliser certains, je parlais toujours du lobby anti-vaccin, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2017 concernant la rougeole et le prix qu'on a payé, comme beaucoup d'autres pays en Europe. C'est clair que la situation épidémiologique dont on parlait tout à l'heure, j'allais dire, est utilisée par certains pour essayer d'aller contre la vaccination, parce que, croyez-moi, si la situation était celle de novembre, donc les gens iraient sans aucune hésitation rapidement pour le vaccin parce qu'ils voyaient les dégâts. Voilà. Maintenant, parce qu'ils sont un peu plus à l'aise, et je rappelle qu'on n'est pas à l'abri d'une augmentation des cas, d'où j'insiste pour les mesures barrières, donc à savoir le masque, à savoir la distanciation, à savoir le lavage des mains, toute l'année, tant qu'on n'a pas encore vacciné près de 70% de la population. Donc, peut-être aussi cette phase de relative accalmie dont nous envient beaucoup de pays, nos voisins ou en face. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe actuellement, et des États-Unis jusqu'en Asie. Et donc là, cette accalmie, alhamdoulilah, et on demande à la population justement de maintenir cette vigilance, cette accalmie pourrait être utilisé par certains pour dire je vais voir. Et beaucoup, croyez-moi, dans notre entourage, beaucoup attendent que leurs amis, leur entourage fassent le vaccin pour qu'ils aillent. Voilà, donc il faut donner l'exemple finalement. Voilà, alors merci beaucoup Dr Mohamed Yousfi d'avoir été parmi nous ce matin, nous avoir beaucoup plus éclairé sur cette campagne de vaccination. Donc je rappelle, vous êtes le président de la Société algérienne d'infectiologie. Merci encore d'avoir été parmi nous ce matin. Là, vous avez évoqué quand même quelque chose de très important, c'est de rester quand même attaché à ces mesures barrières, d'autant plus que depuis mercredi, donc il y a quand même un retour petit à petit. Allez-y. N'oubliez pas qu'on a payé lourdement cette pandémie en Algérie. On a toutes les victimes parmi les professionnels de la santé, parmi les citoyens, et toutes les personnes, les milliers de contaminés. Donc il faudra que les gens aient en tête cette responsabilité lorsqu'ils vont
donc, respecter les mesures barrières, ils rendent hommage à toutes ces victimes. Effectivement, merci beaucoup. Et donc, on parlait depuis mercredi, donc il y a un retour petit à petit à la vie normale, donc avec la réouverture des espaces publics. Et Souad El Khroukh, donc notre collègue, s'est intéressé à la réouverture d'un parc au niveau de Gherdaya. Donc, c'est l'un des parcs, les plus beaux parcs donc, de la ville. Il est connu donc, par sa diversité, il est connu aussi par son côté très écologique. Il s'agit donc du parc Tafilelt que je vous propose donc de voir en compagnie de Souad El Khroukh et on se retrouve juste après. Édifié sur un site rocheux, Tafilelt a su par sa splendeur et la nature fertile de Beni Yisken séduire des visiteurs au point de se positionner comme destination phare pour le tourisme écologique. Ville éco-citoyenne par excellence, l'Oqsar est une expérience humaine particulière pour atténuer les effets du changement climatique des oasis. L'idée de Tafilelt, du parc, un parc zoologique utile, fait des animaux de Sahara, l'enfant va savoir ce que c'est la gazelle, ce que c'est la peluche, le dromadaire, ainsi de suite. Et il y a un côté utilité, donc il y a des chèvres, il y a des poules, il y a des moutons. Alors, درنا la charte هذه morale, الناس اللي قبلوا ils signent فيها ses droits et ses obligations. Parmi ses obligations, il faut qu'il fasse le tri des ordures faites d'aro. Donc, quand il lui reste un peu de pain, voilà où est-ce qu'il le met. Du couscous, voilà où est-ce qu'il le met. Des épluchures, ainsi de suite. Alors, en contrepartie, ces droits, ces enfants, ils ont le droit de venir bénévolement là, comme quoi un milieu urbain, à la nature. Deuxièmement, chaque un mois et demi, on leur donne une plaque d'œufs, de 30 œufs, on leur donne 3 ou 4 kilos de viande. Ce qui fait, c'est du gagnant-gagnant. À Tafilelt, les rues sont étroites pour conserver la fraîcheur, enlacées pour couper la force des tempêtes de sable. L'espace est organisé pour permettre la vie en communauté, tout en préservant l'intimité familiale. Les maisons se distinguent par leur simplicité et leur fonctionnalité. C'est l'architecture ancestrale qu'on a essayé de prendre tous les côtés positifs d'Aha et on les a adaptés, bien sûr, au style moderne. À l'intérieur, il faudrait que la famille du XXIe siècle s'y retrouve très bien. Alors l'architecture, on a utilisé premièrement les matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'est avéré que ce sont de très bons isolants phoniques et thermiques. Elle est à l'échelle humaine. Vous remarquez que même la hauteur des maisons, il y a une moyenne de 2,62 m à 65-66 cm. Ce qui fait, même pour chauffer, ou pour aérer, ou pour climatiser, il y a une économie d'énergie. Qsar Tafilelt, une expérience inspirante à suivre afin d'harmoniser entre l'architecture, le développement durable, la préservation de l'environnement et le cadre de vie. Et le retour à la vie normale ne se fait pas seulement dans les espaces publics, pas seulement dans les parcs, mais le tourisme local aussi reprend petit à petit. Nous allons en parler avec une agence de voyage, avec les représentants d'une agence de voyage, à savoir M. Toufik Bourali. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur donc, de cette agence de voyage. Vous êtes directeur général parce que c'est toute une chaîne, hein. On va en parler. On va en parler. Et avec nous, la représentante donc, de cette même agence, Mme Noura Aïtali Ibrahim. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, oui. Retour à la vie? Oui. Retour au beau paysage? Oui. Surtout? Oui. Surtout, voilà. Oui, alors, donc, depuis mercredi, il y a quand même un retour à la vie normale. Donc, on va dire que les espaces publics ont réouvert. Alors, la pandémie a quand même fait une belle coupure, hein, on va dire. Une très grande coupure. Mais quand même, on a eu des gros... Mais vous avez profité quand même de la pandémie pour autre chose. On a eu beaucoup de médecins avec leurs enfants pendant le mois d'août. Ils ont fait aussi le tassil du yoga. C'était un peu spécial, mais ils ont exigé de le faire, mais il y avait des conditions de sanitaires qui ont été exigées aussi. 3 personnes par voiture, chaque client a droit à une fenêtre.
Il y a plein de choses qu'on a changées, mais en gardant toujours le même tarif et la même prestation. Donc vous avez continué à travailler pendant le confinement? Non, pas continuer, mais c'est des demandes un peu très spéciales. D'accord, des demandes spéciales. Donc là, il y a un peu un retour. Donc comment vous allez vous organiser déjà pour faire une campagne de communication, faire une campagne d'information, et puis pour les prochains programmes que vous allez proposer? En fait, on compte beaucoup sur le face-à-face parce que, comme vous le savez, tout ce qui se fait sur le web maintenant, il y a tellement d'informations que tout le monde est saturé. Donc, on compte beaucoup sur la proximité. On transmet des informations. On essaie d'inculquer certaines directives qui ont été en fait acceptées depuis un moment, hein, depuis le mois d'octobre que le Sud est ouvert. Avec des conditions quand même assez particulières, mais quand même les touristes essaient de sortir, c'est une bouffée d'oxygène. Effectivement. Et en respectant bien sûr les conditions de distanciation. Voilà, toujours les conditions barrières. C'est rentré dans notre vie, hein, de toute façon, on ne quitte pas nos masques. C'est rentré dans notre vie, donc j'imagine que même après la campagne de vaccination, même après que on va garder. De toute façon, il n'y a pas mieux hein, pour se protéger pour l'instant. Donc là, il va y avoir un retour. Donc, quels sont les programmes que vous allez proposer? Le retour y est déjà. Le retour y est en masse, franchement. Ce qui est très bien, il y a une nouvelle tradition chez la famille algérienne, c'est qu'ils se regroupent en famille, c'est super. Déjà, là, vu même le contact, la communication, la négociation aussi se fait avec une seule personne, le chef de famille. Là, on a eu un groupe de 25 personnes, dont enfants et parents aussi, ils étaient heureux comme tout. D'ailleurs, ils sont... J'imagine qu'ils soient heureux. C'est tout à fait normal. C'est des familles qui se fréquentent régulièrement et qui se connaissent, donc un petit groupe qui se forme. Ils viennent de rentrer des vacances scolaires et franchement, c'était fait pour eux. Un groupe lorsqu'il est constitué au départ, il est réussi à 50%. Et ceux qu'on a, tout à fait. Effectivement, mais sinon, vous vous spécialisez beaucoup plus dans tout ce qui est tourisme local. Oui, local, 100%. Donc, c'est beaucoup plus le sud que vous proposez. Le sud, à partir de Gardaïa. À partir de Gardaïa. Gardaïa, Timoun, Janet et Tamas, les 4 destinations. On fait le maximum. Puis, franchement, cette fois-ci, ça a été archi complet au niveau Gardaïa et Tamas. C'est pour tout le monde. Toutes les agences, ils ont bossé, ils ont travaillé. Mais Inch'Allah, pour l'avenir aussi, ça va être la même chose. On a changé un petit peu les traditions de réservation, de location de véhicules, parce que comme je disais, on met 3 personnes par voiture, il n'y a plus 4. On dit toujours un client pour une vitre pour chaque client, c'est déjà quand même une bonne prestation de qualité aussi. De qualité. Voilà, et surtout, on va dire les touristes, ils sentent un petit peu cette sécurité sur le plan sanitaire, on va dire. Donc on voit qu'il y a, quand on voit déjà que l'agence donne l'exemple. Non, il n'y a plus de bus, c'est des véhicules, c'est une famille par véhicule. Si c'est une famille nombreuse, c'est 2 véhicules. Donc ça devrait encourager le tourisme par rapport à cela. Nous, on a toujours été dans le tourisme local, mais là, c'est quand même beaucoup plus... Il y a beaucoup de demandes. Il n'y a pas de mélange de famille, chaque famille a sa voiture. Sa voiture, voilà. Très bien. Mais sinon, donc, vous êtes aussi à la tête d'une chaîne d'hôtels et vous avez profité donc, de ce confinement pour rénover, pour améliorer un petit peu les services. Vous savez, lorsque le client revient, il trouve toujours un petit changement, ça fait plaisir. Voilà, effectivement. Et donc ça a été ressenti, bien entendu. Oui. Bien ressenti. Ça a été agrandi aussi, embelli, donc les gens qui connaissent ont remarqué. Je veux dire, il y a des clients qui vous connaissent, qui fréquentent beaucoup plus l'agence, qui travaillent toujours avec les mêmes agences. Tout à fait, qui ont remarqué le changement et ça a fait plaisir, forcément. Voilà, donc alors depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre, donc il y a eu la saison touristique au niveau du sud. Alors est-ce qu'il y a quand même un engouement de la part du touriste, un engouement de la part du citoyen, surtout que la situation sanitaire est un peu particulière? Oui, il y a beaucoup de demandes. C'est ce qui est normal. Toutes les agences de voyage, d'ailleurs, j'essaie d'en faire travailler quelques-unes, de demander des services. Donc vous travaillez en collaboration avec d'autres agences? D'ailleurs, question véhicule, on n'a aucun véhicule, on loue tout chez les particuliers, ça fait travailler les gens, puis c'est mieux. Voilà, ça fait travailler les gens, surtout que forcément, parce que tout le monde s'est arrêté. Il y a eu une crise économique quand même, il faut s'entraider quand même, qui a été engendrée par la crise sanitaire. Tout à fait. On prépare aussi un festival de cerf-volant. Ah, festival de cerf-volant. Le premier festival. Vous deviez le faire auparavant, mais c'était... Alors, ça a été prévu en octobre. International. C'était international. On a eu un partenaire français qui est venu. On a fait un repérage. Donc, les dates ont été arrêtées et validées. Malheureusement, il y a eu les conditions. Là, nous avons quelques images, justement. C'est le repérage, je pense. C'est le repérage. Ça, c'est le repérage. C'est la première édition?
C'est la première édition, oui. Il n'y a jamais eu de festival du cerf-volant. Il n'y a jamais eu l'activité du cerf-volant, n'a jamais existé. L'activité n'a jamais été organisée. Il y a des passionnés du cerf-volant. On essaie d'en repérer quelques-uns pour les impliquer. On fait un appel, c'est l'occasion de faire un appel. Voilà, c'est l'occasion de faire un appel. Tous les cerfs-volants, si vous pouvez nous contacter. Tous les passionnés du cerf-volant, on est là. Donc, ils peuvent nous contacter. Bon, maintenant, les dates sont arrêtées pour les prochaines vacances scolaires. Les prochaines vacances scolaires, donc le mois de mars. Oui. Notre cible principale, c'est la famille, donc impossible de faire ça. Il y a eu déjà quelques inscriptions, vous avez déjà eu on a beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes et voilà, on essaie de gérer ça en fonction de la disponibilité. De sélectionner, peut-être parce que c'est un festival. C'est toute une logistique. C'est toute une logistique parce qu'il y a quand même 5 jours. Vous avez. C'est à Tamanrasset, donc voilà, il y a une solution. Poser la question par rapport au lieu. Oui, on est sur Tamanrasset en attendant de programmer aussi Timimoun parce que les 2 sites ont été validés. D'accord, donc ça ne va pas se faire bien entendu à la même période. Non, du tout. Non, c'est pas possible. Vous avez arrêté les dates aussi pour Timimoun ou pas encore? Non, mais on essaie de la réussir. Pendant les vacances scolaires. Ça sera forcément les vacances scolaires. Ça sera toujours pendant les vacances scolaires. Pas pendant l'été. Non, pas pendant l'été, surtout pas. 50 degrés. Surtout pas. 50 degrés à l'ombre. À l'ombre, exactement. 50 degrés à l'ombre. Donc ce sera peut-être pour la saison, pour la prochaine saison. L'hiver, on verra. Et d'ici là, Inch'Allah, même la situation sanitaire sera... Inch'Allah, avec la vaccination. Non, pour Tamanrasset, on a 0 cas pour Tamanrasset. Pardon? Il y a 0 cas de... Oui, Tamanrasset, il y avait, la saison passée, il y avait 2 cas. Cette fois-ci, aucun, 0 cas. Voilà, donc c'est propice. Oui, c'est propice. Alors, quelles sont les destinations que vous proposez en ce moment? Il y a Tamanrasset, en premier, Gardaya, Timimoun et Janet. D'accord. Quel est un petit peu votre programme, le programme que vous proposez, donc le programme du séjour? C'est le bivouac. Vraiment mettre du bon matériel parce que les gens commencent à aimer ça. Parce que ce que j'ai remarqué, les familles sont très bien équipées. Leur tente, leur sac de couchage, tout ça. Et ça fait une... C'est individuel. Donc ce sont des, on va dire, des touristes qui ont déjà l'habitude avec ce genre de... C'est des amoureux de la nature. Voilà. Donc ils ne sont pas à leur première finalement. Non, pas du tout. Puis on a aussi un autre circuit qui est en étoile. Là nous avons une belle image justement de tente. Voilà, de tente. Ça fait même pas une semaine. On vient de rentrer. D'accord. Ça c'était avec les familles pendant les vacances scolaires. Oui. Ça c'était pendant les vacances scolaires. Tout à fait. D'accord, donc ça, ce sont des bivouacs. Il y a d'autres activités aussi que vous proposez durant ce... Oui, ici, il y a des enfants, automatiquement, il y a le cerf-volant qui est à côté aussi. Le cerf-volant qui est à côté. Oui, il y a les chameaux. Ça va avec, bientôt le festival. Bah oui, exactement. Il y a les chameaux, sinon il y a beaucoup d'activités. Hein. Moi, j'essaie de former un groupe d'handicapés pour D'accord, ça c'est très sympa. Avec chariot, avec les chaises roulantes. Moi, ça va faire un très bon groupe au niveau de Tamanrasset. On va commencer Tamanrasset. Après Gardaya, on verra si vraiment ça tient le coup. On va développer ça au niveau national. Ah bah très bien, vous allez au moins permettre à cette frange de la société de vivre pleinement, finalement, de connaître ces endroits. On a toujours travaillé avec des associations. Bon, on va laisser ça entre guillemets parce que ça reste quand même très, très personnel. Mais on a beaucoup travaillé avec des associations de malades pour essayer d'impliquer un peu toute la société. Sans exclure personne. Voilà, effectivement. Donc vous permettez quand même à toutes les franges de la société de profiter un petit peu de ces pays. Une autosatisfaction aussi. Exactement. Oui, exactement. Je fais partie de la fondation Amel Jazair qui sont là, ils sont arrivés hier avec du matériel pour les hôpitaux. Là, on essaie toujours de donner un coup de main. Vous le saurez après. Il va pas tout dire, hein. On va tout dévoiler, on va tout dévoiler. Certainement. On va juste mettre juste un avant-goût. Inch'Allah. D'accord, c'est ça. Oui. Donc finalement, vous n'êtes pas que dans le tourisme, hein, vous êtes aussi dans la bienfaisance finalement. Oui, une grande partie. Un côté humain, on le doit quand même. Voilà. C'est pour nous. Le côté humain, c'est pour nous. Le tourisme, c'est pour les autres et le côté humain, c'est pour nous. Et ça va de soi, le tourisme et le côté humain. Tout à fait. Ça va de soi. Exactement. Ça va de soi parce que finalement, la psychologie de la personne dépend aussi de l'environnement. Sur les routes d'Algérie, on a toujours une cinquantaine, une centaine de cerfs-volants à offrir pour les enfants sur les routes. Très bien. Ça rend les gens heureux, puis au moins on leur inculque un petit peu une tradition qui va se développer en Algérie, Inch'Allah. D'accord, alors pour revenir un petit peu à ce festival de cerf-volant, d'où vous est venue l'idée finalement de faire ce festival? Alors, c'est pas une activité quand même qu'on voit très souvent, hein. On la voit chez les enfants, dans des parcs, dans des plages. On a tellement de projets, madame, on a dû au fur et à mesure, parce que j'ai un blocage de la part de mon équipe, ils disent vas-y doucement. On a fait les raids des reins d'Algérie. Les rallyes jusqu'à Tamanrasset, c'est spécialement pour les femmes, 100% féminin, mois de mars. On est au 10e. D'accord, vous êtes au 10e. Alors, on a un grand projet qui va être international. Vous n'avez pas envie d'en parler. Non. Il ne veut pas en parler. C'est le secret, il ne veut pas en parler. C'est pas grave. Mais pour les cerfs-volants, on a eu cette idée, parce que j'ai eu
un festival en France. Je me suis dit pourquoi pas en Algérie. J'ai invité le président des associations internationales de cerf-volant, il est venu. Il a vu, il a dit ça, il y a du vent, on va essayer de faire des essais. On a fait Timimoun et Tamaracet, ça a donné l'accord. Ah, on a une belle image de cerf-volant en plus. Ça ne s'est jamais fait en Algérie ni au Et donc vous Maghreb avez d'ailleurs. validé. On a acheté du matériel, on a plein de cerfs-volants sur différentes catégories pour offrir aux enfants, ça l'a formé. Et puis on achète une quantité même à Decathlon. Chez Decathlon, il y a aussi de très bons cerfs-volants. D'accord. Donc là, vous allez vous-même acheter ce matériel, donc vous allez mettre fabriquer aussi, pourquoi pas. Oui, l'atelier est déjà en marche. On a commencé à fabriquer. C'est un atelier que vous avez avec la vous-même lancé. fermeture des frontières, on est obligé d'en faire nous-mêmes. Ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est encore mieux parce que peut-être qu'il y a des conditions que vous voudriez peut-être vous-même mettre en valeur dans la fabrication du cerf-volant. Une personnalisation aussi. Personnalisation. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, oui. Les cerfs-volants géants, ils sont produits à Tamaracet. D'accord. Ce sont des faire ateliers que vous avez... faire travailler aussi quelques jeunes, quelques chômeurs en fait. Très bien. Dans le festival, il y a un atelier pour apprendre aux enfants. C'est prévu. Ouais. Alors pour la fabrication, ce sont des ateliers que vous-même vous avez lancés? Oui, il y a un atelier qui est lancé en ce moment. Et celui qui est au niveau de Tamaracet maintenant. Oui. Forcément, parce que ça se passera là, machallah. Voilà. Alors, on a l'impression que le cerf-volant, c'est très facile à manipuler, mais ça ne l'est pas du tout. Non, ça ne l'est pas du tout. Le jour où moi, je voulais essayer, mais alors, je suis passée à côté de la plaque, mais vraiment à côté. Alors, justement... Par contre, ces photos-là, on ne les a pas ramenées. Les coups de gueule, non. Là, on a que de belles images. Non, mais c'est ce qu'il faut, parce que ça va encourager un petit peu les... qui se pratique en famille. Voilà. Ça regroupe la famille. Vous n'avez même pas le temps de répondre au téléphone, c'est super, pendant 2-3 heures. Oui, mais de toute façon, si on part en voyage dans des endroits pareils, il faut oublier un petit peu son téléphone aussi, faire une coupure. Il faut passer à autre chose. Il n'y a pas de réseau là-bas, il n'y a pas de réseau. mais sinon, pour revenir un petit peu à la manipulation du cerf-volant, donc on a l'impression que c'est très facile quand on connaît, quand on essaie, donc on voit que c'est très difficile à manipuler. Vous comptez justement encadrer un petit peu ces enfants, des initiations, des formations? Il y aura des encadreurs, oui, c'est prévu. Moi, je suis un cerf-volant. Forcément, lui le premier, lui en premier déjà. Déjà? Lui en premier, il a appris, maintenant il est guide. Alors vous allez encadrer? Oui, j'encadre déjà. Forcément. J'ai une douzaine d'enfants au niveau de Tamaracet. Pour remplacer les cerfs-volants internationaux, on va faire avec les enfants. C'est plus animé, il y a plus d'animation. Il y a plus d'animation, oui. Et en parallèle, on a des courses de chameaux, un concours de la meilleure monture, il y a plusieurs raid de motos qui viennent. Très riche. Il y a tous les jours encadré par cerf-volant. Voilà, mais sinon, toujours, vous rajoutez quelque chose de nouveau, toujours vous essayez d'améliorer, toujours vous essayez d'innover. Ça deviendra une manifestation annuelle, une tradition annuelle sur Tamaracet. Inch'Allah, ce sera une tradition annuelle, une première d'une longue série, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Nous vous souhaitons très belle réussite et très belle continuation. Alors, je rappelle, Toufik Bourali, vous êtes le directeur de toute une chaîne, finalement, d'hôtellerie et d'agences de voyage. Noura Ait Ali Braham, vous êtes la représentante de l'agence. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et on vous souhaite encore une très belle continuation, une très belle réussite. Et on reste donc avec la nature, on reste avec les espaces publics, avec le système écologique. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de Sofiane Hamoudi, lui qui a choisi de nous emmener du côté de l'Harrach pour découvrir l'un des parcs de cette localité. On se retrouve juste après. À côté d'Al-Harrach, de nombreux parcs de loisirs tentent de séduire le public, comme cet endroit qui s'appelle Prise d'eau. C'est un endroit féerique où la végétation soignée offre des possibilités de détente et de promenade aux visiteurs. Cet espace a permis à ces athlètes d'exercer leur sport préféré, le foot, ainsi que le handball et le basketball. Une passerelle a été réalisée afin d'établir la jonction entre les deux rives de l'Oued, l'Harrach. Le site de prise d'eau qui s'étale sur une superficie de 10 hectares. Nous avons des espaces de détente. Nous avons des stades de terrain de basket, de handball et de foot. Et prise d'eau, c'est particularité qu'il est dans un terrain très très plat, à côté de Oued qui est déjà nettoyé. Et aussi, c'est un espace qui les familles limitrophes qui se trouvent aux alentours d'Al-Harrach.
L'Office des parcs et d'attractions de la wilaya d'Alger a pensé à dégager des espaces de manière écologique afin de permettre à la population d'avoir des espaces pour se promener et faire du sport au milieu de cette verdure. Comme ces jeunes sportifs qui en profitent de reprendre leurs activités sportives dans un espace sain, suite à un arrêt qui a duré plus de 7 mois à cause du Covid-19. ما عندناش بزاف ولينا نديرو لو سبور صافي 7 موا حنا قاعدين في الدار سيتي با فاسيل فريمون مي كوميم صافي 7 موا ومن بعد ولينا ديزورمي وليناش هكذاك برك ولينا افيك لي كونديسيون سانيتير بيان سور. لو بارك منبع الحياة منبع الحياة يتوفر على العديد من المساحة العديد من الملاعب وكذلك في ملعب الجواري لممارسة رياضة الجري وكذلك هو مكان عائلي يناسب كل الفرق اللي يجي لهنا تحضر معنا. خاطر قريب على الدار واللعب عجبني بزاف ونلعبوا لي ماتش كل يوم عندنا اوقات فراغ تاعنا نطرينوا فيهم مليحه نكونوا لازم كيما الجمهور لازم الجمهور يصفق علينا نكونوا عاقلين ان شاء الله نخرجوا كيما اللي جوا اليوم يلعبوا. نشكر السلطات اللي دارت لنا هذا البارك اللي كما نقولوا حنا لا سيكسيون تاعنا جيدو كي نحبوا نديروا الفيزيك برا ما كاش عندنا وين نجريو دركا كيف تحت البارك هذا كاين دراري وين يجريو وين يديروا فيزيك وين يلعبوا بال وين يلعبوا تحب ديروا ماتش باسكيت ماتش هاندبال باش تخرجهم من الريتم تاع الصاله هذا كاين وين يتنفسوا قبل ما يكون البارك هذا ما كاش وين يتنفسوا عنده صاله يبقى 4 فوا بار سيمان في الصاله عنده 16 سيونس في الشهر في العام جوج حاجه غير في الصاله يكره تما كي داروا لنا البارك هذا رانا نخرجوهم 2 فوا بار سيمان برا. Cet endroit qui s'appelle Prise d'eau a permis à la population de ces localités et des communes avoisinantes de profiter pleinement des promenades et faire du sport au milieu de cette verdure. Et on reste donc avec la réouverture des espaces publics et des espaces de loisirs. Ce matin, nous en parlons encore avec M. Elias Kamgani. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation aussi. Alors, vous êtes le directeur général de l'Office des parcs et des sports, des parcs et des sports. Parc des sports et loisirs de la wilaya d'Alger. De la wilaya d'Alger. Entreprise sous titre de la wilaya d'Alger. Eh ben voilà. Donc, marhaba avec. Alors, depuis mercredi, il y a eu réouverture donc, des espaces publics. Oui. Et ça a coïncidé avec les vacances scolaires. Exact. Donc, on imagine que vous avez reçu beaucoup de monde durant ces 2 jours. Donc, c'est un peu les vacances scolaires. Ça coïncide aussi avec le week-end. Donc, vous avez eu beaucoup de monde, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Bon, en exécution de la décision des pouvoirs publics et de l'arrêté de M. le Wali d'Alger relatif à l'ouverture ou bien à la réouverture des sites de loisirs et des sports à travers la wilaya d'Alger, l'OPLA a 3 sites qui relèvent de la gestion OPLA. Parmi tous les espaces au niveau de la wilaya d'Alger. Donc il s'agit des sablettes qui est une grande destination. Nous avons aussi la forêt récréative de Benaknoun, qui a connu beaucoup de monde ce week-end. Nous avons aussi la prise d'eau au niveau de la commune de Bourouba, Al-Harrach. Voilà, donc on a aménagé des horaires par rapport aux horaires de confinement. Bon, le confinement, c'est entre 22h et 5h du matin. Donc, nous, on donne une heure après, on ouvre soit de 6h du matin, parce que le matin, il y a beaucoup de sportifs qui viennent pour la pratique du sport. Il y a des malades, il y a toutes tâches confondues qui viennent tôt le matin pour la marche, pour du sport. Ils sont généralement des sports organisés aussi. Hein. Donc oui, on a vu les sportifs viennent en groupe. Oui, il y a des groupes, il y a des associations, il y a des familles qui viennent entièrement pour faire du sport, pour la marche. Il y a ceux qui ont une ordonnance, prescription médicale, hein, pour les malades chroniques, qui c'est devenu une nécessité. Tout comme le loisir, aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, ça fait partie du quotidien des citoyens, où il doit sortir, il doit changer, décompresser. Vous avez la ville avec ses problèmes, avec tout ce qui se passe, etc. Donc, on a senti que la réouverture a donné beaucoup de joie à nos familles, à nos enfants. Et là, bon, je continue. Pour la fermeture, c'est à 21h.
et ce pour permettre aux citoyens de rejoindre leur domicile tranquillement jusqu'à 22 h. Les exigences, si on veut dire, parce que le Covid-19 est toujours là, le Covid est toujours là, c'est vrai qu'il y a une amélioration, c'est la raison pour laquelle que les pouvoirs publics ont décidé la réouverture des salles de sport et des sites de loisirs, mais on doit être vigilant et on doit s'entraider et pour appliquer le protocole sanitaire à l'intérieur. Donc les exigences, parce qu'on a déjà appliqué ça le 15 août suite à la réouverture après 5 mois de fermeture. Donc c'est le port de bavette et ça fait une année qu'on connaît ce virus. Donc c'est devenu... c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs, voilà, tout à fait. Et aussi la distanciation physique et puis le respect de certaines règles d'hygiène, de sécurité à l'intérieur des sites ou bien de la promenade des Sablettes ou autres sites. Et ça devrait être un peu difficile pour vous, surtout quand il s'agit des enfants. Les enfants, c'est un peu difficile de les canaliser, d'autant plus qu'ils sont en train de jouer. C'est vrai qu'ils ont compris, les enfants, la nécessité de toutes ces mesures barrières, mais quand on est en plein jeu, on a tendance un petit peu à Tout à fait, oui. On essaie toujours de sensibiliser, d'accompagner, nous avons une commission hygiène qui veille aussi à l'hygiène générale. Nous avons mis un dispositif important d'agents de sécurité pour l'accompagnement. Nous avons les services de police qui sont présents avec nous en permanence au niveau des Sablettes. Nous avons les différents EPIC qui interviennent pour chacun dans son domaine, pour le DEVAL par exemple, pour les espaces verts, l'entretien d'espaces verts. Nous avons ERMA pour l'éclairage public, ASROUT pour tout ce qui est travaux de maçonnerie, etc. Nous avons le MCU pour... Donc il y a tout un dispositif au niveau des Sablettes pour assurer tout le confort nécessaire au grand public, parce que ce n'est pas un public qui vient d'Alger, mais pratiquement de toutes les... De partout, oui, effectivement, limitrophes. Voilà. Donc, Sablette, elle est sur 4,5 km de longueur, plus de 20 hectares. Donc, je pense que on est en 3e jour de la réouverture. Même beaucoup de citoyens ont compris qu'il faut éviter là où il y a beaucoup de concentration, tel que là où il y a des jeux. Donc, je peux dire que hier, par exemple, c'est toute la promenade qui était pleine de bout en bout. Voilà, donc il y a l'adhésion de beaucoup de citoyens. Le reste, on essaye de le sensibiliser, de le gérer. Il y a même des associations qui viennent pour la sensibilisation. Et là, parce que moi je pense que c'est un acquis. La réouverture, c'est un acquis pour nous tous, pour tous les citoyens. Moi, ce que je lance comme appel, c'est qu'il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on soit très vigilant et très sensible à c'est la responsabilité pour éviter, pour éviter éventuellement, comme ça se passe un peu partout dans le monde, dans les pays les plus développés au monde, ouverture, réouverture, fermeture, ouverture, etc. Moi, je souhaite que, surtout qu'on est presque à 2 mois du mois de Ramadan, à 3 mois de la saison estivale, donc le temps passe vite. Moi, je souhaite qu'on réussisse cette réouverture et qu'on s'applique et qu'on applique les règles et les consignes relatives au Covid-19. Et là, pour assurer une continuité et de revenir à la vie normale dans ces espaces à travers la wilaya d'Alger. Et bien entendu, ça c'est le concours de tous. Donc déjà, vous, autant que Opla, mais aussi les citoyens qui viennent fréquenter ces endroits. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Monsieur Elias Gamgani, vous êtes le directeur général de l'Office des parcs, des sports et loisirs de la wilaya d'Alger. Opla. Merci. Voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Dans un petit moment, en compagnie de Samira Hadjamar, nous irons du côté de Meliana pour découvrir l'un des saints patrons de cette ville, à savoir Sidi Ahmed Ibn Youssef El-Meliani. Mais lorsqu'on parle de Meliana, on pense premièrement à l'horloge de cette ville que je vous propose donc de découvrir en compagnie de Sehim Knouj en attendant de recevoir Samira Hadjamar. Un mécanisme qui perdure. Et puis, à midi, 12 coups, comme chaque horloge qui se respecte. Nous sommes à Miliana, devant un vieux minaret qui date de l'époque ottomane, transformé au milieu du 19e siècle par la France en horloge.
que cette horloge n'était autre que le monument de l'ancienne mosquée El-Batha, ou bien dite Jami'a Turk. Donc cette mosquée a été construite durant le début de la période turque. Et lors du tracé de la nouvelle ville par le génie militaire français, donc cette mosquée a été détruite en 1844 pour être transformée en place publique et son minaret en tour d'horloge. Un monument qui défie le temps et qui a indiqué déjà l'heure à plusieurs générations. Dans le musée de la ville, nous découvrons sa plus ancienne cloche, faite en bronze. La ville de Miliana, on va faire plusieurs sites et monuments historiques. Donc on a choisi cette horloge-là. Lorsque les visiteurs viennent visiter ce site, donc on leur offre ce monument. Pour les Milianais, cette horloge fait partie de leur quotidien. Tout change autour d'elle. Les rues, les saisons, les gens. Mais avec elle, le temps est toujours ressuscité. يخصها بزاف كنت نروح لوغلوج سما شغل مليانه تعرى دابري موا لوغلوج كانت هي ستادير سورتو كانت elle était couverte de verdure باقي غير الساعه برك اللي نشوفوها الباقي ما نشوفو والو كلش كان مكوفري. On dit que le meilleur ami du temps est le temps lui-même. L'horloge continue à sonner l'heure au milieu de l'ambiance mauresque de la ville. C'est de l'heure. Et de retour sur le plateau, et Samira Hadamar vient de nous rejoindre. Bonjour Samira. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alhamdulillah. Alors Samira, aujourd'hui, habituellement, on a des coups de cœur pour des endroits. Oui. Aujourd'hui, nous allons avoir un coup de cœur pour un personnage. Donc aujourd'hui, ça va être un hommage que tu vas rendre. Alors, pour un personnage, pour un auteur, mais aussi un endroit. Puisqu'il s'agira d'aller plus tard dans le reportage à Meliana. Mais on est toujours à Meliana. Tu sais qu'on vient de revenir de Meliana. D'accord. Nous étions juste à côté. On a visité en compagnie de Siham Kenouch l'horloge. L'horloge. Et là, nous sommes revenus vers toi. On va faire un petit hommage et on va repartir à Meliana à travers ton reportage. Meliana est une ville d'histoire. Mais avant, je reviens sur un auteur. Puisque le personnage de mon reportage est tiré de ce livre, de cet ouvrage de Djamel Suidi. Qui nous a quittés il y a quelques Exactement. années. Il est mort il y a 10 ans et il est mort à 67 ans. Il a été malade. Djamel Suidi est quelqu'un de très important chez nous, en Algérie, pour le patrimoine, pour l'histoire et la culture. C'est quelqu'un qui avait commencé par faire des études d'informatique. En 66, il dirigeait des centres de calcul, mais rapidement, il décide d'aller faire ce qu'il aime le plus, c'est l'histoire et surtout la période médiévale. Il va en France et il passe un doctorat en fait. Et depuis, il a fait beaucoup de choses, entre autres un livre qui est très connu qui s'appelle Amstan Sanhaji, ou alors Un presse dans le Maghreb de l'an 1000. Pourquoi il est intéressant Djamel Suidi, parce que par exemple il a fait cet ouvrage qui est un ouvrage qui reprend les grands personnages de l'histoire ancienne de l'Algérie. On retrouve entre autres Ibn Khaldoun, on retrouve pas mal les frères Barberousse, on trouve beaucoup de personnages qui ont influencé la politique, l'économie, l'histoire, la société algérienne. Voilà, et depuis l'époque médiévale. Alors, il était spécialiste du royaume, Djamel Suidi était spécialiste du royaume berbère musulman. Voilà, c'est quelqu'un qui était affable, c'est quelqu'un qui avait le souci du détail, de l'exactitude historique, mais il avait beaucoup d'imagination et d'imaginaire en tant qu'il arrivait à créer un contexte dans ses romans. Il faisait aussi du roman, pas que de la recherche, et ça nous donnait un sens de la vérité qui était, on va dire, magique pratiquement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On peut peut-être regarder. On peut dire de lui qu'il a été, entre autres, le superviseur de la partie histoire et patrimoine en 2003 pendant l'événement, Alger, capitale de la culture. Non, l'Algérie en France. Voilà, l'année de l'Algérie en 2003, France. C'est l'année de l'Algérie en France. Il a été aussi le directeur de la collection Histoire et patrimoine aux éditions Dutel, là où il a édité donc cet ouvrage, mais pas que. Il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup d'ouvrages, et je me suis inspirée de son travail pour revenir sur le personnage, le saint patron de Meliana. Donc ça, c'est le livre duquel tu as parlé, justement, oui, Samira Amstan Sanhaji. Voilà. Djamel Suidi est un grand fan
de Ibn Battuta, Ibn Khaldun. Pourquoi? Parce qu'il le considérait comme un contemporain. Pour lui, la mobilité est très importante dans la découverte et la découverte du monde et la découverte des savoirs. Ibn Khaldun, il savait qu'Ibn Khaldun était pour lui, entre guillemets, un opportuniste, puisqu'il a participé aussi à des complots, à des coups d'État à son époque, mais c'est quelqu'un qui a apporté énormément, puisqu'à la fin de sa vie, il s'est mis à écrire, et il a écrit tout ce qu'il a vu. Il reste un référent, et une référence pour l'histoire, pour la recherche. Voilà. Il était aussi fan de Jugurtha. Il était fan de beaucoup de personnages qui ont influencé, qui ont eu un impact sur Rome, par exemple, à l'époque où elle était à son apogée. Et il revient aussi sur ce personnage comme Ben Youssef El-Meliani, qui est né à Mascara, mais qui est le saint patron connu et reconnu et très aimé par les gens de Meliana, mais pas que, puisqu'on vient de partout pour lui rendre hommage. Chaque année, il y a un pèlerinage. Avant, ça durait 7 jours. Maintenant, ça dure une journée. Peut-être pas du tout avec le Covid, j'en sais rien du tout. Il faudrait aller vérifier. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, Meliani et Djamel Suidi l'a écrit, c'est que c'est quelqu'un qui a voyagé, qui est allé en Espagne, qui a appris des choses, qui est allé à Cordoue, qui a appris des techniques pour l'agriculture, pour l'hydraulique, pour l'eau, et qui est revenu à Mascara. Comme pour Ibn Khaldun, on revient toujours à sa source, à sa racine, et on partage avec sa communauté, avec les gens de sa ville ou de son pays. Et alors Djamel Suidi a aussi participé à l'écriture de l'Algérie vue du ciel, aux côtés de Benjamin Stora et de Yann Arthus Bertrand. Et ça a été une découverte pour lui. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il voyait l'Algérie d'en haut. Et il a découvert des lieux et il a eu envie d'écrire encore sur des lieux qu'il découvrait et qu'il imaginait. Il s'est posé la question, par exemple, pour Djelfa. Comment Djelfa a pu quand il l'a vu de haut, il s'est dit comment Djelfa a pu se construire à cet endroit. Il y est allé, il a fait des recherches et c'est comme ça, c'est ce qu'il fait. Il fait des fiches et il les rassemble parfois pour des personnages et il en a fait un dictionnaire. Un dictionnaire, voilà. Que nous avons. Et pour revenir une anthologie, on va dire. Exactement. C'est un dictionnaire de personnages qu'il a recueillis tout au long de sa vie, puisqu'il faisait des recherches, il faisait des fiches, il les mettait de côté et il réunissait. Pour revenir au saint patron de Meliana, il était aimé, il était apprécié, il avait la bonne parole et il savait réagir au bon moment avec les bons mots. Et il leur a appris les techniques pour l'agriculture, pour l'eau, le partage de l'eau notamment. Et on lui a érigé un mausolée, une zawiya, et plus tard, le Bey d'Oran lui a érigé une mosquée qui est très très belle. Je pense qu'elle est classée par le ministère de la Culture comme patrimoine national. Exactement. On va peut-être regarder le reportage. On va peut-être regarder le reportage pour avoir plus d'informations. Donc ça va être le reportage sur Meliana, sur Sidi Ahmed Ibn Youssef El-Meliani. Exactement. Sur ce reportage donc de Samira Hadjamar. Refuge de rois, ville d'histoire, d'origine punique. Colonie romaine de Colonia Iulia Augusta, Zucabar, sous l'empereur Auguste. Zucabar ou Soukabar, appellation d'origine libico-berbère, ou encore Meliana aujourd'hui. On dit que cette cité a été fondée au 1er siècle avant notre ère. On dit aussi qu'elle a été édifiée par l'empereur Octave entre le 27e et le 25e siècle avant notre ère. En l'an 362 de l'Hégire, Bolorin ibn Ziri, de la tribu des Sanhaja, reconstruit la ville sur les ruines de l'antique Sukabar. Terre d'histoire, de civilisation ancienne, de rois et de légendes. Meliana a vu le passage de nombreux personnages mythiques, à l'image de l'émir Abdelkader, d'Ibn Battuta, ou encore Sidi Ahmed Ibn Youssef El-Meliani, devenu patron de la cité et l'un des saints les plus populaires d'Algérie. Sidi Ahmed Ibn Youssef, transformé sur le tapis du temps en Ben Youssef, est né dans la seconde partie du XVe siècle, 9e de l'Hégire, à la Qal'a d'Ibn Rachid, près de Mascara.
Une légende raconte qu'il serait originaire de Timimoun, que Sidi Ahmed serait le fils de Sidi Mansour, un saint du Sahara, enterré et vénéré dans sa zaouia à Tinerkouk, dans le Gourara. On raconte que Sidi Ahmed Ben Youssef était un grand voyageur, que ses pas l'ont mené à Tlemcen, Mustaranem, Mazouna, Médéa, Ténès et Cherchel, où il s'est instruit auprès de grands maîtres. Sidi Ahmed Ben Youssef a grandi auprès de sa mère. Il a étudié le Coran, le fiqh très tôt. Ses atouts, il était doté d'une habitude louable, celle d'apaiser les esprits, de prévenir les conflits et de trouver les bons mots au bon moment. À Béjaïa, il devint adepte de la confrérie Chadoulia et qu'il en fut un éminent membre. De ses voyages et périples, la tradition retient de lui des citations tout aussi agréables que satiriques parfois sur les lieux qu'il visita. Sidi Ahmed Ben Youssef El-Meliani est décédé au mois de décembre en 1524, après une vie vouée au service de Dieu et de ses pairs. La légende dit que sa dépouille fut transportée sur le dos de sa mule qui dirigea d'El Amra vers El Meliana, où elle fut inhumée. Sa zaouia devint un lieu de grand pèlerinage. En 1774, le bey d'Oran, Sidi Mohamed El-Kébir, érigea une mosquée à la mémoire du saint homme qui avait dans l'une de ses prédictions dit que Meliana serait prospère, et elle le fut. Chaque année depuis, un défilé, Rakb, est organisé à Meliana pour célébrer le saint patron Ben Youssef. On vient de partout pour rendre hommage au saint homme, avec des chants spirituels à coups de bendir, tonnerre de fusils tirés par des cavaliers aguerris. Et la touche particulière de Samira Hadjama, on finit toujours avec une image aérienne de la ville là où on va. Surtout que je me suis dit à participer à l'Algérie vue du ciel, du moins l'ouvrage, à l'écriture des textes. Voilà. Mais on va dire que c'est la signature. Hein. C'est la signature, mais c'est beau, l'Algérie de près, de loin, d'en haut, d'en bas. Voilà, donc là c'était un reportage que nous avons vu, donc c'est un hommage que tu avais rendu. Que j'ai fait, avec mon collègue Jamel Hennin. Voilà. Voilà, donc c'est un hommage que tu as rendu au saint patron, donc Sidi Ahmed Ibn Youssef El-Meliani. Donc on a vu à travers ton reportage, Samira, que c'est vraiment un savant. Il a beaucoup fait pour le savoir, il a beaucoup donné, donc il a beaucoup voyagé aussi. Oui, il a beaucoup voyagé, c'était une grande mobilité, grand voyageur. Il est d'abord allé en Espagne, il est allé, je crois, dans le Maghreb aussi, mais il a fait l'Algérie, il est allé à Cherchel, il est allé un peu partout. On a vu à Béjaïa. Exactement, et il a eu la chance d'être aux côtés de grands maîtres, donc des de théologiens, il a appris la spiritualité, il a appris un tas de choses, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'installer, il n'est pas parti à Mascara là où il est né, ou alors à Tinerkouk là où on dit dont il est originaire, il est allé à Meliana. Voilà, donc on rappelle qu'on est au XVIIIe siècle, Samira. On est, non, lui il est né au XVIe siècle. Au XVIe siècle. Voilà, et c'est par la suite le bey d'Oran, au XVIIIe siècle, en 1774 à peu près, il lui a construit, pour lui rendre hommage, une mosquée là où il y a sa zaouia. Donc c'est accolé en fait, ou c'est à l'intérieur. Il y a eu une restauration, le ministère de la Culture l'a restaurée, et il est très beau. La mosquée est l'une des plus belles mosquées d'Algérie. Donc il faut aller la visiter, il faut aller à Meliana. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, entre autres la poudrière de l'émir Abdelkader. Il y a sa résidence, il y a plein de choses à voir Meliana. Voilà. C'est vrai que Meliana, c'est une ville d'art, c'est une ville d'histoire, mais plusieurs personnages mythiques de l'histoire d'Algérie ont marqué finalement de leur passage cette ville. Il y a les mines du Zakar, bien sûr. Il y a la Tour Eiffel. Le fer qui a été utilisé pour la Tour Eiffel, et pour pas mal de ponts a été tiré, donc soustrait des mines du Zakar. Voilà, il faut y aller. Eh ben, merci beaucoup. C'est pas très loin d'Alger. C'est pas très loin d'Alger, effectivement. Ça nous fait quoi, 2 heures de route? Oui, à peu près. Mais c'est beau, surtout quand on prend l'ancienne route
Elle est plus jolie. Ah, c'est plus lent, mais c'est plus joli. C'est plus lent, mais c'est plus joli, surtout qu'on passe par les massifs de Shreya. Oui. Donc voilà, ça nous... Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Samira. Merci. On te retrouvera samedi prochain pour une autre belle balade. Tu peux venir vendredi aussi. Tu peux venir tous les jours. Et tu sais très bien qu'ici, tu es chez toi, mais c'est normal et c'est toujours un plaisir de passer ces moments de découverte en ta compagnie. Voilà. Samira, c'est sûr que tu connais André Rieu. Le violoniste là, qui a monté un spectacle, fabuleux. Mais tout juste fabuleux. Il vient. Pourquoi pas un jour? Tu sais que Bonjour d'Algérie a quand même reçu d'éminentes personnalités. Moi, je me rappelle que Youssef Chahine, il a fait passer. D'ailleurs, c'était avec Amel qu'il était passé. Costa Gavras est venu. Voilà, il y a Manu aussi Dibango. Le fils de Spielberg qui était venu. Exactement. Voilà, donc quand même, Bonjour d'Algérie a reçu d'éminentes personnalités. Pourquoi pas un jour, André Rieu? Avec plaisir. Voilà, alors il y a une vidéo qui a été postée sur Internet de l'un des spectacles d'André Rieu. Un spectacle très, très, très émouvant et très, très ludique et très sympathique. Je ne sais pas si tu as vu. C'était en compagnie d'une graine de violoniste, on va dire, un petit garçon qui n'a que 3 ans. Un artiste en herbe. Un artiste en herbe qui n'a que 3 ans, mais c'est un talent. À 3 ans déjà, c'est un talent. Merci beaucoup, Samira. Merci, Nour. Voilà, mais tu vas quand même apprécier ce petit morceau avec nous. Donc ça va être une vidéo que nous vous proposons du grand violoniste, donc André Rieu, en compagnie donc de son orchestre, mais surtout le point donc crucial, on va dire effectivement, donc la conclusion de ce spectacle, c'est cet enfant de 3 ans, donc c'est ce talentueux violoniste de 3 ans, regarde. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et voilà, de retour sur le plateau et on va rester dans ce monde enfantin. C'était une très belle vidéo donc, de André Rieu en compagnie de ce garçon, donc cette petite graine, on va dire, de violoniste. Et Maïssa est parmi nous. Maïssa, bonjour. Bonjour, Noulouda. Maïssa, comme à l'accoutumée, toujours aussi belle. Merci. Une véritable princesse. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, le plateau est bien orné, bien décoré, avec plein de titres, avec plein de livres. C'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de lecture. Exactement. Donc, alors ce matin, on va parler de lecture, comme tu l'as dit. Et le sujet coïncide avec les différentes manifestations. Oui, effectivement. Exactement. Donc, comme tu as pu l'observer, le 30 janvier et le 4 février, jusqu'au 4 février. Donc, alors, c'était des manifestations qui ont été organisées par le ministère de la Culture. Et des Arts, au Palais de la Culture, à la bibliothèque nationale, au Dar Abdellatif. Voilà, donc c'est des manifestations, donc ils avaient comme objectif principal de promouvoir la lecture dans les écoles, voilà, donc chez les jeunes et dans les écoles, et renforcer ainsi le capital littéraire chez l'enfant. Alors justement, on va rester sur ça, mais ça si tu veux bien. Bien sûr. Et si tu veux bien, on va aller voir tout ça en images, puisqu'il y a un reportage qui a été fait par Walid Yousfi sur l'un des ateliers de lecture qui ont été organisés cette semaine. Très bien. Voilà, allez, on y va. Âgé d'à peine 8 ans, Mohamed Bouchir a parcouru des centaines de kilomètres en compagnie de sa mère, une poétesse, pour participer à ce club de lecture. Une rencontre qui lui tenait à cœur et un rendez-vous à ne manquer pour rien au monde pour ce jeune bibliophile. C'est grâce à sa mère qu'il a cette passion pour la lecture. Je suis une personne qui lit beaucoup et qui a toujours un livre entre les mains. Il s'est habitué à ce qu'il y ait beaucoup de livres à la maison. Le dernier livre que j'ai lu s'intitule Les Trois Amis. Je préfère lire des livres papier. Ils sont plus faciles à lire et c'est mieux que les livres numériques. Certains sont venus avec leurs enfants depuis d'autres wilayas du pays, sans même avoir d'invitation, et cela juste pour qu'ils puissent assister à cette rencontre et montrer à leurs enfants les bienfaits de la lecture. Les livres papier sont en perte de vitesse depuis l'apparition des livres numériques et ont de moins en moins d'attrait auprès des jeunes lecteurs, mais restent néanmoins sans égal pour les passionnés et les férus de littérature.
Et voilà, donc la lecture, c'est pas que dans des ateliers, donc on peut lire à la maison aussi, Maïssa. Exactement, donc avec le développement des technologies rapides, eh bien il est essentiel de revenir dans aux valeurs éducatives fondamentales. Et dans le Houda, comme tu peux l'observer, les enfants ont accès à différents loisirs tels que les tablettes, les ordinateurs, les télévisions. Différents loisirs ou différents écrans? Je dirais écran. Voilà, alors Maïssa, elle choisit bien les mots. C'est différents loisirs. Hein. Alors, c'est la petite fille qui parle, c'est la maman qui parle. C'est deux langages complètement différents. Oui, donc voilà, comme je vous l'ai dit, les télévisions, les jeux vidéo, etc. Le défi en tant que parent est donc d'inciter leurs enfants à lire. Tu sais, aujourd'hui, je vais t'écouter avec de grands yeux. Pas avec de grandes oreilles, mais avec de grands yeux et de grandes oreilles que je vais t'écouter aujourd'hui. C'est un gros défi, il faut le dire. Hein. Oui, et donc c'est un grand défi, c'est un gros défi aussi. Et pour rendre donc cette activité, la lecture, un moment enrichissant et plaisant à la fois. Voilà. Mais sinon, alors l'un des gros défis justement, mais ça des parents particulièrement parce que les enfants aujourd'hui sont absorbés par les écrans, par les loisirs, comme elle les aime bien appeler Maïssa. Alors justement, comment les parents, par exemple, ils peuvent encourager les enfants à lire? Parce qu'il faut dire qu'on ne peut pas les amputer carrément de leur génération, des écrans. Donc ça fait partie aussi de la génération actuelle. Donc j'imagine qu'ils ont besoin aussi de toucher aux écrans, d'être en contact avec les écrans. Mais comment les encourager, les renouer un petit peu avec la lecture? Alors, juste avant, dans le Houda, j'aimerais bien citer les bienfaits de la lecture. Voilà, donc c'est une façon déjà d'encourager, quand on cite les bienfaits. Oui, voilà, donc romans d'aventure, romans policiers, magazines pour enfants, bandes dessinées, mangas. Donc, juste pour vous rappeler, les mangas, c'est des bandes dessinées japonaises. Donc, quelle que soit la lecture, il faut... Exactement, voilà. Comme ça? Exactement, c'est un manga aussi. Donc, quelle que soit la lecture, lire une dizaine de minutes par jour a beaucoup de bienfaits pour l'enfant sur le plan intellectuel et psychologique et relationnel aussi. Justement, je vais vous citer ces conseils, ces bienfaits. Voilà. Donc, alors, la lecture améliore la mémoire et permet d'entretenir l'esprit. La lecture aussi diminue le stress et favorise le sommeil, car l'enfant va se concentrer sur l'histoire en la lisant et en se concentrant sur l'histoire. Il met de côté ses soucis et réduit ses tensions. Le sommeil, la qualité du sommeil est améliorée. Et aussi, donc, sans oublier que la personne, donc les parents qui lisent une histoire le soir, donc avant de dormir, à leur enfant, eh bien, ça améliore la relation parent-enfant. Alors, ça peut pas être que parents, ça peut être l'oncle, la tante, n'importe qui, grand-père, grands-parents. Voilà, donc ça renforce la relation. Ensuite, donc, la lecture aussi, elle aide votre enfant à mieux comprendre les autres et à faciliter les rapports humains. La lecture aussi, elle enrichit le vocabulaire. Passer de 0 livre à un peu de lecture par jour, eh bien, ça aide à multiplier le vocabulaire de votre enfant. Aussi, donc, ça développe aussi l'intelligence et c'est ce qui permet à l'enfant d'avoir de bons résultats scolaires. Quand on lit, eh bien, on se cultive. Oui. En effet, donc, comme certains livres que je vous ai ramenés aujourd'hui, eh bien, en les lisant, on se cultive. Alors, surtout quand on parle de la terre, des inventions. Par exemple. Exactement, donc de la mer, ici, en premier livre sur la mer. Voilà, donc ce sont des livres plutôt ludiques, scientifiques, didactiques aussi. Qui nous permettent de se cultiver. Voilà, et d'en savoir un peu plus sur le monde. Ensuite, donc, la lecture aussi, elle améliore la rédaction. Ah voilà. Oui. Oui, la rédaction. J'approuve. Oui, lire, c'est écrire. Les lectures de votre enfant se ressentiront dans ses rédactions, dans la manière dont il rédigera. Sa rédaction sera de meilleure qualité et il aura plus d'aisance à s'exprimer. Voilà, donc je reviens à ta question, comment encourager la lecture chez l'enfant?
Alors, donc, la majorité des parents savent que la lecture est très utile, mais ils ont souvent des difficultés à la faire aimer à leurs enfants. Donc, j'ai sélectionné pour vous quelques conseils pour les initier et les inciter, donc inciter votre enfant à lire. En premier lieu, allier lecture et autres passions. Il y a de très nombreux livres jeunesse qui traitent des centres d'intérêt des enfants. Alors c'est un très bon moyen, donc un excellent moyen pour lier, donc faire le lien entre les passions, enfin la passion, sa passion, et la lecture. Exemple, si votre enfant aime le ballon rond, penchez-vous sur les livres qui parlent de football pour enfants. Alors comme les livres que je vous ai ramenés aujourd'hui, par exemple, alors ce livre, regardez, oui voilà, donc les chevaux. Donc ma sœur, donc elle est en train de le lire, ma sœur, et bien parce qu'elle est passionnée de chevaux, de chiens, des animaux, et bien ce livre est parfait pour elle. Elle fait le lien entre la lecture et les animaux. Et comme tu peux le voir dans la première page, donc l'introduction, une parole de l'auteur. Tu peux voir, eh bien, Celle-ci. Voilà, exactement. Donc, tu veux lire? Oui, pourquoi pas. Donc, comme tu peux le voir dans la première phrase, bienvenue dans mon univers. Avec ce recueil, je vous invite à assouvir votre passion pour les chevaux par la lecture. Ah ben voilà, tout est dit. Voilà, exactement. Donc même dans une belle invitation à vivre sa passion pleinement. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a même d'autres livres, ça peut ne pas être que les animaux, ça peut être aussi les inventions, tout ce qui parle de terre, la terre. Comme ici, ce livre, je trouve qu'il est très intéressant, la découverte du monde en bande dessinée. Si votre enfant n'aime pas forcément lire des livres, il peut découvrir le monde en bande dessinée. C'est très intéressant. Voilà. Donc c'est ça aussi. Donc il y a aussi donc les livres d'animaux et tout ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver les livres en français, en arabe, en anglais, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, oui. Voilà, donc bien sûr. On choisit la langue. Bien sûr, oui. Il serait plus intéressant aussi d'aller vers plusieurs langues. Oui, exactement. Voilà. Donc, comme ça, on pourra apprendre le vocabulaire, l'orthographe, comme tu disais tout à l'heure. Oui, alors moi, je préfère quand on a un livre, eh bien, il y a la langue en arabe ou en anglais et en bas en français. Par exemple. Une traduction. Exactement, en traduction. Donc, l'enfant peut apprendre plusieurs langues, différentes langues à la fois. Voilà. Ensuite, donc, faciliter la prise d'initiative. Faites participer votre enfant à aménager un coin lecture avec des étagères où vous pouvez y mettre les livres, ses livres préférés, mais aussi un grand nombre d'heures afin de ne pas lasser votre enfant et de stimuler sa curiosité. En troisième lieu, parents, montrez l'exemple. Tout le monde sait que les enfants imitent leurs parents. Donc, profitez de cet avantage et en installant cette activité, donc cette habitude, lire devant votre enfant sera le meilleur moyen pour lui montrer que cette activité est donc un moment agréable et enrichissant à la fois. Ensuite, intégrer un moment de lecture à sa routine quotidienne au moment du coucher, par exemple. Donc un rituel de lecture. Voilà, donc aussi vous pouvez poser des questions. Donc vous pouvez poser des questions à l'enfant sur ses lectures, sur sa compréhension de l'histoire, ça aide l'enfant à mieux exprimer ses opinions et à exprimer ses idées. Montrez ensuite que votre enthousiasme et félicitez-le pour ses efforts. Cela le motivera et l'encouragera plus. Enfin, emmenez-le à des endroits, à des activités culturelles liées à la lecture, des cercles et associations de lecture, à la librairie, à la bibliothèque, au SILA, qui est le salon du livre, et laissez-le choisir les livres qui lui plaisent à lui. Faites-en une activité de loisir. Ah ben voilà, mais sinon il y a aussi les contes qui sont très intéressants pour les enfants, mais en effet, parce que ça fait travailler l'imaginaire de l'enfant, comme les livres que nous avons ramenés aujourd'hui, l'histoire du Chakibou de Mohamed Dib. De Mohamed Dib, et justement, nous remercions. Voilà, nous remercions donc Catherine et Colette et Catherine Dib.
Exactement, Madame Catherine et Colette Dib de nous avoir envoyé gentiment ces livres. Voilà. On les remercie. Très bien. Voilà. Donc, que tu vas nous présenter bientôt. Oui, pourquoi voilà. pas. Ce sera un retour parce que Mohamed Dib, peu de gens savent qu'il a écrit pour les enfants. Il a écrit pour les enfants. Mais il a écrit pour les enfants, donc ce sera l'occasion probablement de revenir sur ses œuvres pour les enfants. Pourquoi pas. Donc comme je t'avais dit dans le Houda, quand je t'avais parlé de livres, en français et en arabe, comme tu peux le voir dans Salem et le sorcier, il y a deux langues, l'arabe et le français. Dans le même? Oui. Ah bah voilà. Donc regardez, si l'enfant maîtrise l'arabe, il aura la traduction en français. Ou le contraire, s'il maîtrise le français, il aura la traduction en arabe et pourra apprendre les deux langues. Et puis lorsque nous avons fait la semaine dernière, nous avons parlé de l'apprentissage des langues. Nous avons dit que les enfants apprennent très vite les langues. Donc là, seulement avec les images. Seulement avec les images et puis la traduction. Et donc là, ça permet à l'enfant d'apprendre encore plus de langues. Exactement. Voilà. Oui, en effet. Merci beaucoup, Meissa. Merci à toi, Nelouda. C'est magnifique donc ce que tu nous as ramené comme livre et surtout revenir sur l'importance de la lecture. En effet, oui. Voilà. Merci beaucoup, Meissa. Tu vas pas nous quitter comme ça, hein? Non. Comme à l'accoutumée. Oui. Tu as préparé quelque chose? Exactement, une petite chanson. Une petite chanson. Alors, je vais vous chanter Voix sur ton chemin du film Les choristes. Voilà. Foi sur ton chemin. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée. Vous retrouverez Smaïl Belkaidia demain, Inch'Allah, de Constantine à partir de 8h30. Au revoir. Sens au cœur de la nuit, l'onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire, bonheur d'enfantin, trop vite oublié et effacé, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Sens au cœur de la nuit, l'onde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coralie Peinture.